Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Tous Parents. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Une émission consacrée au fœtus. Et bah oui, ça change, hein. On parle souvent des bébés une fois qu'ils ont mis les pieds sur terre. Et bah là, ils sont encore dans le ventre des mamans, un univers encore un petit peu préservé. Ils sont bien au chaud à l'intérieur, qu'ils en profitent bien. Nous, on pense fort à eux. Et aujourd'hui, du coup, nous allons nous intéresser à ce sujet sous deux axes. Le premier, le chant prénatal. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le découvrir tout au long de cette émission. Et ensuite, on se penchera sur des petites expériences de psychologie qui ont été faites sur les fœtus. Avec vous, Serge Sicotti, vous êtes psychologue et docteur en psychologie et vous êtes l'auteur de 100 petites expériences de psychologie pour mieux comprendre votre bébé. Et alors là, vous ne parlez pas que du fœtus dans votre ouvrage. Non, c'est un chapitre. C'est un chapitre, c'est celui sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui. Vous nous apprendrez à mieux connaître ces petits bouts qui sont tranquillement au chaud dans le ventre de leur maman. Face à vous, Marie-Laure Potel, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes animatrice de chant prénatal. Oui. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne. Et à vos côtés, Stéphanie Adéossi. Bonjour. Vous êtes sage-femme. Oui. Et vous avez travaillé toute la nuit. Vous avez aidé combien de mamans à mettre des bébés au monde? Non, cette nuit, je m'occupais de celles qui avaient déjà accouché. D'accord, mais c'est quand même aussi très, très, très bien de s'occuper des mamans. Elles ont besoin d'être entourées une fois que les bébés sont arrivés. Ça fait un sacré changement. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, Marie-Laure Potel, on va commencer par une question toute simple. Comment est né le chant prénatal ? Eh bien, c'est déjà né d'une approche de la voix qui s'appelle la psychophonie, qui a été inventée, on va dire, par une dame qui s'appelait Marie-Louise Hochet, qui est décédée maintenant, et qui a développé une approche très corporelle du chant, de la voix. Elle était de quelle profession ? Elle était chanteuse. Chanteuse. Voilà, elle n'a pas été chanteuse dès le début, mais c'est plutôt une famille de musiciens. Et puis donc, voilà, elle s'est formée en chant. Elle a fait beaucoup de recherches personnelles qui ont amené à cette découverte de la psychophonie. Elle a appelé ça la psychophonie parce qu'elle sentait dans son corps des sons qui vibraient. Et elle a fait tout un travail autour de ça s'appelle l'échelle des sons. Et ça c'est toute une partie déjà très importante. Je vais peut-être pas tout détailler, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, donc, elle donnait des cours. Elle avait donc des femmes enceintes de temps en temps, ou des hommes, encore particulier, qui avaient des femmes qui attendaient un bébé. Donc elle a observé les bébés, et puis elle s'est dit, tiens, quand même, il y a certainement une incidence du chant sur les bébés. Puis par ailleurs, elle a aussi beaucoup travaillé dans des hôpitaux psychiatriques, avec des enfants, entre autres, autistes ou autres, on va dire, dans les années 50. Donc c'était un peu moins peut-être dans des cases que maintenant. Et puis elle s'est dit que peut-être qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait pendant la grossesse et que c'était intéressant de favoriser la communication déjà in utero, ce qui se faisait moins évidemment à cette époque-là. Maintenant, ça semble assez logique, tout le monde trouve ça évident, mais il y a 50 ans, beaucoup moins. Et donc voilà, ça l'a intéressée, donc elle a eu envie de démarrer un petit peu comme ça un groupe avec les femmes enceintes. L'idée à l'époque, c'était surtout donc la communication, et c'est vrai qu'elle rejoignait les grands courants de l'époque. Elle l'a fait spontanément. Oui, mais c'est les vrai années 70, c'est le début des accouchements dans l'eau. Dans l'eau, le massage, le respect du nouveau-né, tout ça. Donc elle était complètement dedans, spontanément. Et puis donc, elle a eu envie de créer un groupe. Elle a rencontré une sage-femme qui était une sage-femme des Lilas, Chantal Verdière. Donc les Lilas, c'est une maternité quand même très ouverte. Ils font beaucoup de choses, effectivement, autour de la naissance. Qui a toujours été très ouverte aux nouvelles approches et aux envies des femmes aussi, dans leur autonomie, pas le côté médical, le côté personnel et un petit peu intime des choses. Et donc voilà, ça a favorisé ce développement pour trouver des groupes de femmes enceintes, parce qu'il fallait quand même les réunir. Dans une maternité, c'est quand même plus facile. Et puis aussi Michel Audin, qui était le médecin de l'hôpital de Pithiviers. Les premiers accouchements dans l'eau, c'était là-bas. Et qui était aussi quelqu'un de très intéressé par cette découverte. Voilà, donc ça a commencé sur ces deux lieux, en 75, 76. Et puis voilà, tranquillement, lentement, ça a commencé à se faire connaître. Et ça a évolué parce qu'on n'est plus seulement à l'heure actuelle maintenant juste dans le côté accompagnement avec des petites chansons pour faire du bien, pour communiquer, mais vraiment aussi tout un travail qui était déjà dans la psychophonie, mais peut-être qu'elle avait plus, avec un petit peu de retenue de sa part, parce qu'elle ne connaissait pas trop ce monde-là. Donc beaucoup plus le côté corporel, déjà du bien-être de la femme enceinte pendant la grossesse, et puis aussi des propositions autour de l'accouchement, et aussi des propositions en postnatal. Je vous vois hocher de la tête, Stéphanie. Vous faites là tout ce qu'on appelle la préparation à l'accouchement, quand vous préparez les femmes, donc le côté médical, la respiration. Est-ce que vous faites aussi une préparation avec un petit plus, c'est-à-dire du chant prénatal ? Alors moi, ça fait 6 ans que je pratique le chant prénatal toutes les semaines dans l'hôpital où je travaille. Mais
je fais aussi d'autres préparations, parfois classiques. Mais le chant prénatal, c'est vrai que c'est vraiment spécifique. Il y a un travail vraiment très intéressant pour être très actif dans son accouchement, quoi. Pour les parents qui ont vraiment envie de vivre leur accouchement, pour ceux aussi, même ceux qui ne sont pas forcément investis, il y a toujours du bien-être, il y a toujours... c'est aider les femmes à trouver ce qui leur convient aussi, finalement. Tout à fait. De toute façon, c'est le but aussi, de se donner confiance et puis offrir aussi des moyens de communiquer avec son bébé déjà pendant la grossesse énormément, parce que toutes les femmes ne s'autorisent pas toujours. Donc, tout le monde n'ose pas parler à son ventre, c'est vrai. Alors pourquoi pas lui chanter des chansons après tout. Si vous nous regardez et que vous souhaitez poser des questions à nos invités, n'hésitez pas, 01 46 96 43 64, un seul numéro de téléphone. Vous nous appelez et ils seront ravis de répondre à toutes vos questions. Si vous voulez apporter un témoignage, je ne sais pas, si vous pratiquez le chant prénatal, allez-y, appelez-nous et racontez-nous ce que vous avez vécu et pourquoi vous y êtes venu. Alors, on commençait à expliquer un petit peu ce qu'il y avait derrière le mot chant prénatal. Donc, on a vu, il y a mieux vivre sa grossesse, il y a la relation avec l'enfant à naître. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore derrière le chant prénatal ? Parce qu'on sent que c'est quelque chose de fourni, quoi. L'accouchement, et puis aussi la suite, parce que ça ne s'arrête pas à l'accouchement, ça s'arrête aussi, ça continue dans la vie, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'on a mis des choses en place pendant la grossesse, entre autres dans la relation par la voix, par le chant, et on se rend compte que les bébés, ils adorent ça encore après, donc ça peut être vraiment un lien. Il y a beaucoup de femmes qui témoignent de ça. Moi, j'ai reçu encore il n'y a pas longtemps à faire part d'une maman qui a eu un deuxième, qui habite en province maintenant, qui m'a dit, c'est resté, quoi. Je me suis servie toute seule de ça, toujours parce qu'il n'y avait personne dans ma région, mais voilà. Et puis souvent qui disent, pendant 1 an, 2 ans avant que mon enfant parle, on communiquait beaucoup par la chanson, c'était un vrai bonheur. Tous les moments de vie, on peut aussi les vivre par la voix, et c'est vrai qu'il y a des liens directs, parce qu'on demande souvent aux femmes si elles ont repéré déjà enceintes, s'il y a une chanson qui plaît particulièrement à leur bébé. Et elles le sentent, ça ? Oui, ça peut se sentir clair. très nettement. C'est très net. Hein. Voilà. Et des fois, cette chanson-là, on la rechante après. Déjà dans le groupe, on propose au groupe de faire un cadeau au bébé nouveau-né. Donc on lui chante la chanson qu'a choisi sa maman, qu'elle pense. Alors des fois, c'est celle-là qui va continuer après. Puis des fois, il y en a une autre qui apparaît. Mais une vraie mémoire, si je peux me permettre. Moi, j'ai déjà eu des bébés que les parents venaient présenter aux séances juste après leur naissance, qui avaient 1 mois, 15 jours, et qui, en fait, pendant les vocalises, vocalisaient avec nous sur le même rythme, mais c'était assez incroyable, quoi. Enfin, même moi qui en suis persuadée, j'étais quand même en extase, quoi, parce que c'est vraiment magnifique, quoi. Serge Sicotti, ils sont forts, ces bébés, quand même. Ils sont forts. Alors, dans ce qu'on vient d'entendre, effectivement, on sait que le bébé est un copieur. Dès la naissance, il est capable de reproduire les comportements qu'il observe autour de lui. On a fait beaucoup d'expériences là-dessus et les mamans le savent. Il suffit de s'approcher de son nouveau-né de quelques heures et de simplement lui tirer la langue doucement. Et on va s'apercevoir qu'il a tendance à reproduire un petit peu les mimiques. Ça a été démontré et validé. Et puis effectivement, les bébés se souviennent, ça je crois que c'est très clairement établi en psychologie, les bébés se rappellent tout à fait de ce qu'ils ont pu vivre sur le plan sensoriel, en tous les cas au moins musical, dans le ventre de la maman. Et cet effet peut même durer jusqu'à 3 semaines, à partir de l'accouchement et jusqu'à la mesure, sans qu'on ait eu besoin de réactiver ou de rappel entre-temps. Même plus tard. Hein. Il y a une chose qui m'a vraiment frappé, ce qui nous frappe toujours, ça c'est pas compliqué, ça arrive tout le temps. C'est-à-dire que malgré tout, en tant qu'animatrice chant prénatal, notre voix est quand même connue du bébé in utero. Et c'est évident qu'ils nous reconnaissent tout le temps. Et ça m'est arrivé avec un enfant de 8 mois. C'est-à-dire que je ne l'avais pas vu, il était né, j'avais connu sa maman enceinte, je n'avais pas revu, et il a passé une séance entière à se tordre la tête pour me suivre partout. C'était drôle, vraiment, émouvant aussi, parce que il y a vraiment notre voix, c'est pas seulement... C'est pas parce qu'on est nous, c'est parce que notre voix intervient dans un moment clé. Je veux dire, on chante beaucoup, on induit des choses. Plus détendue, il se passe des choses, donc on est transmetteurs, voilà, à ce moment-là, donc ils connaissent notre voix. Et la maman est contente d'être là en principe, donc je pense que c'est quelque chose qui... Il n'y a aucune obligation. C'est amical. Tout à fait. Et donc ils reconnaissent vraiment notre voix. Alors j'ai toujours, c'est pour ça, on a des fans, on a un fan club très très jeune. On est très contents de ça. C'est clair. Mais ça c'est net. À quoi ça ressemble une séance de chant prénatal? Si on veut expliquer aux parents qui nous regardent, voilà, ils se disent, tiens, moi j'essayerais bien. Ils vont arriver, qu'est-ce qui va se passer?
On va se dire bonjour. Voilà, on a des façons, peut-être chaque animatrice, on a notre façon de faire. Mais disons qu'il y a des choses un peu communes qui sont un vrai travail de conscience corporelle, par des vocalises. Donc on travaille la musculature abdominale, le diaphragme, toute la respiration, les points d'appui avec des bascules du bassin, enfin des choses qui, en plus qui servent aussi à l'accouchement, qui servent aussi au bien-être, parce que mieux placer le bébé dans le bassin, décharger un peu des zones de tension ou de tension. Et puis effectivement, donc ça c'est vraiment le bien-être au jour le jour. Dire, je viens à une séance sur prénatale. Déjà ce que je fais maintenant, ça me fait du bien, ça me semble vraiment important. Et puis à long terme, quelque chose qui est plus de l'ordre de préparer le moment de l'accouchement avec des propositions sonores qu'elles mettront peut-être en œuvre ou pas. Et puis évidemment, tout un répertoire aussi pour se faire plaisir. Des jolies petites chansons. Des chansons autour de la grossesse, des belles chansons poétiques, touchantes, des chansons plus autour de la naissance ou plus autour, je dirais, du côté berceuse. Mais il n'y a pas que des berceuses. On a toujours tendance à penser nouveau-né, berceuse. Oui, ils aiment parfois aussi les chansons très dynamiques. Donc, et parfois même les chansons balancées, très à la mode. Moi, personnellement, je me souviens du mien qui adorait la chanson La Chupeta, là, les trois brésiliennes. C'était assez impressionnant, mais dès qu'il y avait cette musique qui passait, il éclatait de rire. Voilà. Bon. Je vous propose, pour mieux comprendre, on est allé vous voir, Marie-Laure Potel, lors d'une de ces séances avec plein de mamans et des bébés, forcément. C'est un reportage de Chloé Durand-Parenti. Donc un petit tour prénom... âge du bébé. Chaque semaine, à la maternité des Lilas, la musicienne Marie-Laure Potel anime un atelier de chant prénatal. Donc on déloge tout ça, et puis comme ça on permet à toutes ces cavités osseuses de pouvoir bien résonner. Les futures mamans s'y retrouvent pour échanger leurs expériences et se préparer à l'accouchement. La séance commence par de petits tapotements sur tout le système osseux afin de réveiller chaque zone du corps. Ça sonne, hein? Bien. Un moment de détente que les mamans peuvent tout à fait partager avec leur conjoint. On n'a pas toujours le temps, notamment quand on travaille, de se concentrer sur son bébé, etc. Et pendant les séances de chant prénatal, et puis après quand on les retravaille à la maison, on a vraiment une espèce de petite bulle intimiste où on est vraiment en communication avec le bébé. Voilà. Jusqu'au bout des mains, tout en circulation, on échange. Relève tout doucement. J'étais un peu rougie là. J'étais très angoissée par l'accouchement. Et le fait d'avoir des petits tuyaux, des petits trucs pour essayer de gérer les contractions, c'est rassurant. Je pense que ça permet de communiquer avec le bébé. Ça lui permet de se positionner, ça me permet à moi de prendre conscience de mon corps, des vibrations que je peux donner dans mon corps en chantant, voilà. Le U, bien tonique au niveau des lèvres. Et puis une fois qu'on a démarré, sur un seul souffle, on y va, on avance. Au début, on ne fait pas d'effort. Après, on sent que les petits abdominaux ils viennent un petit peu soutenir. Et puis, on va jusqu'à la bascule du bassin. Et puis, on sent que ça serre de plus en plus vers le haut, vers les côtes. Et puis, à la fin, il n'y a peut-être plus de son. Mais on peut peut-être souffler encore. Aller au maximum avant de relâcher. Dans le ventre maternel, l'enfant est déjà sensible au son et à la voix de ses parents. Le chant leur permet de tisser des liens avant la naissance. Serrez, lâchez pas, allez chercher le souffle. Je sens qu'il est à l'écoute et qu'il se passe quelque chose entre nous. Oui. Le chant prénatal s'appuie sur la correspondance entre la hauteur des sons et les zones du corps humain. Et comme les notes les plus graves résonnent dans le bassin, les chanter pendant l'accouchement permet de détendre cette zone et d'accompagner les contractions. Quand la contraction arrivait, en fait, comme je faisais les sons graves, comme m'avait dit Marie-Laure, j'étais préparée à la prochaine contraction qui venait et il y avait comme un rythme qui venait. Et donc, je ne me laissais pas déborder par les contractions. C'est une préparation à la naissance, à l'accouchement, mais en même temps, c'est déjà quelque chose que je partage avec mon bébé, puisque j'ai du plaisir à chanter, et puis qu'après, il va y avoir la prolongation, puisque je vais pouvoir continuer à chanter les berceuses à mon enfant. L'idée que, je ne sais pas si ça marchera, mais que certaines berceuses lui soit familière et qu'après il s'endorme par exemple plus facilement ou que j'arrive à me détendre avec lui.
L'atelier est aussi l'occasion d'apprendre de belles berceuses. Les aînés peuvent alors accompagner leur maman lors des séances. C'est une façon de les préparer à la venue du nouvel enfant. C'est vrai qu'il y avait certaines chansons, d'ailleurs qu'elle chante encore, hein, là, elle a 3 ans. Dès qu'on arrive ici, elle demande des chansons particulières. Donc bon, je pense qu'il y a certaines chansons qui l'ont marqué plus. Mais il y a aussi une sensibilité générale à la musique. Moi je viendrai aussitôt. On remercie toutes les mamans, tous les bébés et la maternité des Lilas qui ont bien voulu nous accueillir. Merci à vous aussi, Marie-Laure Potel. Alors, je vais commencer par une question. On voit dans le reportage où vous tapotez le visage, le torse. Qu'est-ce que c'est que tous ces petits tapotements ? Ça, c'est tout simplement mettre le corps en résonance. Notre corps, c'est notre instrument de musique. On est un instrument de musique complet. Donc voilà, c'est déjà un éveil. On va dire qu'on est en train de s'accorder un peu, mais de réveiller. En fin de compte, déjà, les tapotements, ça crée une vibration, ça crée du son. Et d'une certaine façon, c'est déjà une vocalise. Et ça travaille aussi sur la circulation sanguine, donc ça éveille. Ça donne même un petit peu chaud. En l'été, des fois, on hésite à le faire, mais c'est quand même bien de créer l'unité. Donc le visage, le thorax, ce sont les zones de résonance. Et puis le dos et le bassin, parce que ça fait du bien, voilà. Et puis on fait même des petits sauts. On a déjà une question d'une jeune femme. Allô ? Allô ? Ah oui, je vous entends. Quel est votre prénom ? Oui, bonjour, c'est Latifa du 92. Bienvenue Agnières. Latifa. Agnières. Latifa d'Agnières. Oui, bienvenue. Latifa Vous êtes enceinte ? d'Agnières. Vous êtes enceinte Latifa ? Oui, tout à fait. De combien ? C'est tout un début, ça fait juste un mois là pour l'instant. D'accord, donc vous vouliez poser une question, on vous écoute. Oui, tout à fait. Je voudrais savoir quand est-ce que commence le chant prénatal, à partir de quel mois? Alors Stéphanie, Marie-Laure, vous pouvez répondre toutes les deux. Non, quand elle veut. Quand elle veut, à partir de 3... Bon, souvent on attend 3 mois, mais elle peut commencer maintenant si ça lui fait plaisir. Ouais, 2 mois très souvent. Ouais. 2 mois très souvent. Bah, Latifa, vous pouvez commencer à chanter tout de suite. On vous écoute. Vous nous entendez? Oui, oui, tout à fait. Bah, si vous voulez commencer maintenant, c'est possible. Très bien, merci. Et est-ce que ça aide? Est-ce que je peux... Allez-y, posez une deuxième question, vous écoute. Est-ce que ça aide? Ça aide à quoi? Et est-ce que ça aide à si, par exemple, je voudrais pas faire la péridurale? Alors, est-ce que c'est un bon moyen de se passer de la péridurale? Ça peut. Ça peut. Ça peut effectivement être un très très bon moyen de se passer de la péridurale, mais après, tout dépend de comment ça se passe la grossesse, comment l'accouchement se déroule. C'est votre premier bébé, Latifa? Oui, tout à fait. D'accord. Vous savez ce que c'est le mieux? C'est de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre la péridurale de façon au dernier moment à avoir le choix. Comme ça, si vous n'en voulez pas à la fin, vous la prenez pas. Et dès que vous sentez que vous ne pouvez plus supporter ou que vous avez envie de changer d'idée, vous avez le droit de changer d'avis jusqu'au bout, surtout. Oui, il ne faut pas oublier de le dire, ça. Tout à fait. Parce que c'est pas toujours dit comme ça. On a toujours le choix. Je suis pas médecin, mais c'était clair, donc. Stéphanie, qu'est-ce que vous conseilleriez à Latifa, puisque vous êtes sage-femme, donc vous connaissez très bien et le chant prénatal et le problème de la péridurale? En fait, c'est vrai que ça dépend l'endroit où on choisit d'accoucher. Bon, pour moi, c'est primordial que les parents soient les premiers acteurs de leur accouchement, de toute façon. Et c'est vraiment une idée qu'on transmet dans le chant prénatal. Je trouve, c'est un moyen de leur donner tous les moyens d'être parents par eux-mêmes, quoi. Parce que c'est sûr, l'encadrement médical, c'est utile forcément, mais c'est eux les premiers acteurs, ils ont toujours le choix et il faut pas... Voilà, il y a un moment où on n'a plus le droit de changer d'avis et si on n'a pas pris la péridurale, est-ce qu'il y a un moment où on peut plus changer d'avis? Ça dépend un peu des endroits où on accouche, ça dépend un peu des anesthésistes, ça dépend de plein de choses, voilà, ça dépend un peu des sages-femmes aussi, et ça dépend si c'est un premier ou pas un premier, ça influence aussi. Mais donc c'est difficile de répondre à la question. Mais... Moi j'aurais juste envie de dire que c'est ce que je reçois un petit peu de témoignages des femmes, c'est que si on a mené un projet. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir un projet.
quel qu'il soit. On a un projet, on essaye de s'investir dedans, donc ça peut être le champ prénatal par exemple, où on décide de bien intégrer toutes ces données qu'on leur propose sur les sons, sur la façon de conduire la respiration, de relâcher, de travailler avec sa musculature. Enfin, il y a tout des petites choses qu'on propose. Maintenant, on a ça à sa disposition, on pense que ça nous correspond. La femme se l'approprie, et puis elle démarre son accouchement et elle essaye d'utiliser ces éléments. Maintenant, comme dit Stéphanie, il peut y avoir des tas d'éléments autour, mais je pense que si elle a ce projet avec son compagnon aussi, que ça a été exprimé, qu'elle prend le temps aussi, je pense, de l'exprimer à l'équipe médicale, parce que je pense qu'il faut beaucoup communiquer et que c'est peut-être pas toujours ce qui se fait. C'est un peu le secret de la réussite. Oui, et que même dans les endroits qui sont réputés pour être plus médicalisés que d'autres, tout compte fait, ça peut être un très beau projet. J'ai un témoignage de la semaine dernière, donc je ne peux que vous le proposer, d'une femme qui a accouché à un hôpital franco-britannique, que pas du tout. Enfin, chacun a c'est son approche, mais en tous les cas, le champ prénatal n'existe pas là-bas, et je ne sais pas s'ils connaissent tellement, mais c'était son 3e, elle avait vraiment un projet, parce que elle avait été un peu justement péridurale, un peu obligée, ça l'avait enquiquinée parce qu'elle n'en voulait pas, et puis en fait, ça ne servait pas à grand-chose, c'était la fin, bref. Elle a une petite déception des deux enfants précédents, et puis là, le 3e, elle a été d'autant plus sûre de ce qu'elle voulait. Et alors, elle s'est dit, je ne le laisserai pas faire. Le bonheur. Non, mais elle est tombée sur une sage-femme géniale qui lui a dit, je vous suis. Et comme elle savait ce qu'elle voulait faire, la sage-femme l'a assistée, l'a aidée. Et ça se passait bien. Donc, il n'y avait pas de raison de faire autrement. Et pour elle, c'était le cadeau. Je trouve que, à mon avis, c'est aussi un cadeau pour la sage-femme. Pour la sage-femme, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est très, très agréable d'accompagner des couples qui ont envie de vivre leur naissance. Vraiment activement. Nous, on est là pour les accompagner, pour leur conseiller des choses, pour quand il y a des petites baisses de régime, pour être là, pour les motiver. Un petit peu de tonus. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment... Enfin, c'est notre métier, c'est ça notre métier, quoi. Latifa, merci de nous avoir appelés. Vous nous donnerez des nouvelles? On vous entend plus. Bon, Latifa, on va vous laisser. Au revoir. On va revenir sur tout ce qu'on était en train d'expliquer, les apports physiques, psychologiques. Moi, j'ai lu quelque part que c'était bon aussi pour le visage, sans parler grossesse spécialement, parce que ça travaille l'ensemble des muscles du visage et qu'on gardait une peau plus jeune, plus longtemps. Non, mais enfin, de 80 ans, là, je ne vais pas vous dire. Ah oui, vous ne les faites pas, Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai, ou est-ce que ça fait partie des choses qu'on raconte et qui ne le sont pas forcément? Sûrement, ça doit faire quelque chose un petit peu, mais enfin, je n'irai pas signer des chargeurs anti-rides. C'est vrai que les petits tapotements qu'on fait, obligatoirement, stimulent la musculature, les tissus. Maintenant, et donc, quand on chante, quand on vibre, quand on articule, obligatoirement. Maintenant... Moi, j'élargirais, à mon avis, c'est pas bon pour le visage, c'est bon pour le bien-être et pour tous les muscles du corps, pour l'entretien corporel, pour la respiration, pour la circulation. Oui. Pour tout. Donc, tout à l'heure, vous nous avez dit que pendant l'accouchement, ce qui était important, c'était les sons graves. Oui, alors, entre autres. Comment est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous faire comprendre? Parce que là, comme ça, quand on dit un son grave, ça peut aider à dilater le col de l'utérus, par exemple. Oui, parce qu'il faut remettre tout dans son contexte. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais après l'explication, je pense que ça va aller mieux. Il y a un contexte, je vais revenir à Marie-Louise Auchet, qui est à l'origine de ce travail. Donc elle avait senti dans son corps des sons, à des zones précises de son corps, elle appelait ça l'échelle des sons, donc les plus aigus, contrutes pour la note très aiguë des voix de soprane qui vibraient dans la tête, et puis plus ça allait, en descendant des gammes sur son corps, avec des correspondances assez nettes. Elle a travaillé ça sur elle, et puis après sur d'autres, elle a fait sentir à d'autres, elle a demandé ce qu'ils sentaient, enfin bref, c'était le début de sa recherche, à partir des années 50, vraiment même avant, sentir et donc établir ce qu'elle a appelé l'échelle des sons, sur 4 octaves, et ça, 4 octaves, c'est un peu technique, mais disons, ça correspond aux voix humaines, pas à tous les sons du monde, mais aux voix humaines. Les voix de femmes étant plutôt les voix qui correspondent au visage et au thorax, et les voix d'hommes plutôt bassin-jambe, dans ces 4 octaves. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, les femmes, nos graves en général, sont déjà dans la zone un peu du bassin. Mais quand on arrive au moment de la grossesse, particulièrement le dernier trimestre et même les 2 derniers mois, la voix des femmes change. Bon, elle change tout le long de la grossesse, mais les 2 derniers mois, c'est net. Je pourrais être aveugle, je pourrais toujours savoir dans la salle qui est en fin de grossesse ou pas, ça s'entend à la voix. On a la voix qui devient plus grave. Oui, on garde nos aigus, mais quand on fait des graves, on chante des graves. On les a vraiment, ça descend, ça descend, ça descend. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au jour de l'accouchement, on fait des sons graves qu'on n'a à aucun autre moment de notre vie, je pense. Et justement, quand on ramène ça à cette correspondance de l'échelle des sons, ce sont justement les sons
du bassin. C'est-à-dire que le fait de sortir des sons qui sont au niveau du bassin, ça permet de bien respirer, de se détendre, de laisser les muscles comme les moins contractés. Le travail peut se faire plus facilement. C'est tout cet ensemble, c'est ça? Du fait que le son grave utilisé à ce moment-là a sa zone de résonance privilégiée au niveau du bassin. Il y a une correspondance directe, beaucoup plus forte qu'avec un son aigu qui va plus vibrer par exemple dans la tête. Là, sa zone privilégiée de résonance, c'est le bassin. Et donc, le son, on le fait quand même bouche ouverte, c'est un son... Donc, on libère un peu la voix, on libère la respiration, et ça vient vibrer. Moi, j'appelle ça du massage. Donc, ça vient, tous les tissus peuvent se relâcher, et la contraction, elle qui travaille sur des zones qui doivent être contractées, je dirais que c'est comme si on libérait le passage pour que là où ça doit se passer, ça puisse se passer sans retenue. C'est ça, un peu en résumé. Quelle différence, Stéphanie, vous faites, vous, entre les femmes que vous voyez accoucher sans le chant prénatal et celles que vous voyez accoucher avec, même si on a bien compris en tous les cas qu'il n'y a pas une façon de faire avec le chant prénatal et une autre façon de faire à côté. Alors, le chant prénatal, c'est sûr que c'est pendant toute la grossesse. On conseille, on donne plein de conseils pour que ce jour-là, justement, les parents puissent choisir d'accoucher comme ils ont envie. Mais il y a un gros tabou aussi autour du regard de l'autre, et il y a beaucoup de parents qui sont persuadés que ça va leur faire du bien, et puis quand ils se retrouvent devant le médecin ou la sage-femme, ils n'osent pas faire des sons, quoi. Donc ça, il y a déjà une partie des parents qui, même s'ils ont fait du chant prénatal, n'osent pas aller plus loin. À côté de ça, ceux qui osent, effectivement, ça change tout, quoi. Ça change tout parce que l'accouchement, c'est aussi aller dans l'inconnu, quoi. Et si on dépasse cette barrière du tabou, si déjà on est ensemble et qu'on ose faire des sons dans un lieu qui n'est pas notre lieu habituel de vie, déjà on dépasse des barrières, on lâche beaucoup de choses dans son corps, et le fait de lâcher des choses dans son corps, autant psychologiquement que dans son corps, au niveau des muscles de son corps, au niveau de l'accouchement, ça change énormément de choses. Ça va, le travail va être moins long, on va vraiment aider bébé à descendre. En plus, les sons accompagnent énormément l'enfant. Justement, on est vraiment à 3 dans ces sons. Il y a le père, s'il veut bien accompagner la mère. Il y a la mère qui chante, elle est soulagée. Parce que pour le père, c'est quand même plus facile de faire des sons graves. Ça résonne jusque dans le bassin de sa femme? Oui, mais c'est moins direct, parce que la voix de la femme, elle est aussi interne. Voilà. Et c'est important pour la femme aussi que son mari chante, parce qu'en fait, quand on a mal, on a tendance à monter dans les aigus au fur et à mesure des contractions. Et le fait que son mari puisse accompagner, ou que la sage-femme puisse accompagner dans les sons graves, ça permet de recalmer avant la prochaine contraction, quoi. À partir de quel âge l'enfant, puisque là on vient de voir un peu l'accouchement, mais à partir de quel âge l'enfant dans le ventre de la maman entend réellement? Parce qu'au début, c'est plus il ressent les vibrations. Oui. Et à un moment donné, il entend. L'audition est mature à 5 mois, mais en fait, l'enfant, le toucher fait en sorte qu'il reçoit vraiment toutes les vibrations, et il a déjà cette mémoire-là depuis le début de la grossesse, en fait. Et comment est-ce qu'on peut savoir, vous avez l'impression, en cours de chant prénatal, Marie-Laure Potel, que les enfants donc, aiment plus certaines chansons que d'autres? C'est pas moi, c'est les mamans. Les mamans, oui. Donc les mamans que vous avez à côté, vous êtes un peu leur porte-parole aujourd'hui. Je peux témoigner, moi, en tant que maman, pour mon fils aîné, c'était très net. À partir de 6 mois de grossesse, je savais très bien quelle chanson il aimait. C'était l'été, je sais pas, la voiture, donc c'était la berceuse Kozak, qui était un de nos grands tops dans le chant prénatal. Et voilà, par exemple, pour moi, et c'était net, je lui ai chanté ça pendant encore 2 ans après. C'était celle-là. Et encore maintenant, je pense que... Il aime toujours. Non, c'est rigolo parce que c'est arrivé quand il était plus jeune et commence à être un peu grand. Parce que maintenant, si vous avez 80 ans, il est vieux, là. Il chante à ses enfants, maintenant, la même chanson. Je l'ai eu sur le tard. Donc, non, c'est un ado, mais je me rappelle, il était revenu en chant prénatal pour ma grossesse suivante, et il se trouve qu'il jouait à côté, et puis d'un coup, on prend cette chanson demandée par le groupe, et je vois qu'il revient, et puis il dit... Je la connais, cette chanson. Et ça arrive souvent. Et j'ai vu l'année dernière une maman qui est revenue, pareil, avec sa première fille, et puis elle avait son bébé, où on était encore enceinte. Enfin, bon, c'est pas... Et donc, c'est une petite fille très tonique, très dynamique. Et elle, c'était la berceuse de l'oiseau blanc, une autre chanson comme ça. Et c'était sa chanson de bébé. Et c'était rigolo, cette petite dynamique en train de jouer très activement, 2 ans à peu près. On chante la chanson, mais hop, elle arrive vraiment. Je vais dans les jupes de sa mère. Hop. Câlin. Voilà. Et puis on arrête la chanson, elle repart.
La séance d'après, on rechante la chanson. Rebelote. Rebelote. C'était vraiment sa chanson préférée. C'est-à-dire qu'elle y pensait pas, c'était spontané, c'était une chanson câlin. Elle est venue faire le câlin, mais voilà, spontanément, c'était évident pour elle, c'était une chanson de calme, quoi. Serge Sicotti, là, on voit bien pour le cas de cette petite fille, c'est très facile de savoir ce qu'elle aime. Mais sinon, comment on fait avec un tout petit pour savoir qu'une chanson ou un son lui plaît ou lui déplaît? Quels sont les moyens utilisés par les scientifiques? Alors, on peut avoir déjà... il y a plusieurs méthodes qui existent. Il faut toujours faire attention à partir d'une simple observation, sans vouloir casser un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à cette petite fille. Il faudrait, pour être vraiment scientifique, reproduire la même expérimentation avec une autre musique et voir si la petite fille, effectivement, se comporte de manière différente. Chanter au moins 4 chansons dans la séance. Voilà, et ben voilà. Alors là, effectivement, ça c'est bon. Le protocole expérimental, c'est la comparaison. Donc on compare, on change qu'un seul facteur, on change la chanson, on regarde si l'enfant se comporte différemment. Et là, l'enfant était assez grand, puisque je crois que la petite fille a 2 ans, c'est ça. Je pense que c'est intéressant parce que c'est de la mémoire un petit peu ancienne, quoi. Voilà. Alors c'est plus difficile avec les tout petits bébés, puisqu'on ne parle pas la même langue. Alors justement, qu'est-ce que les scientifiques ont mis en place? Parce que eux, ils disent pas. Oui, c'est ça, oui. Ils disent pas ça au hasard. Ils ont des preuves. Voilà. Alors on utilise par exemple le rythme cardiaque. C'est-à-dire que lorsque le rythme cardiaque de l'enfant change. Voilà, absolument. On considère qu'il fait la différence, qu'il apprécie la musique, par exemple. Ça a été fait avec... c'est le rythme cardiaque qui ralentit, c'est ça? Le rythme cardiaque ralentit. L'impact du chant sur le comportement du tout petit, il a été démontré de manière scientifique avec des prélèvements de salive. Et on a la cortisol, c'est une hormone. C'est l'hormone qu'on retrouve dans la salive et qui est l'hormone de l'éveil. C'est-à-dire que quand on est très stressé, on en a beaucoup. Et quand on est en début d'après-midi, enfin c'est pas maintenant, puisque, bon, même si on est en début d'après-midi encore, nous, on est dans une condition... Il est déjà 15h33, voilà, très exactement, et 18 secondes. Il y a peut-être des gens qui sont dans cette phase un peu de sommeil postprandial, comme on dit, où on a tendance un petit peu à se détendre, où on aurait moins de cortisol. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier le taux de cortisol en fonction de la musique ou du chant qu'on va faire écouter au bébé. Et cette variation peut permettre de définir que l'enfant aime, donc. Voilà, et en fait, on s'aperçoit que les bébés, d'une manière générale, aiment les chansons. C'est-à-dire que quand on leur fait écouter une chanson, chantée même par une inconnue, comparativement à un texte qui serait lu, par exemple, eh bien, le taux de cortisol, si l'enfant a tendance à avoir un taux important, le taux de cortisol descend. Et si le taux est plutôt faible, eh bien, le taux remonte. C'est-à-dire qu'en fait, ça stimule l'éveil, mais il y a aussi un effet sur la réduction des pleurs, il y a un effet sur les émotions positives, il y a tous les effets qu'on connaît du chant, finalement, eh bien, ça a été validé de manière complètement expérimentale et scientifique. Donc en gros, il ne faut pas se priver. Si vous avez envie de chanter des chansons à votre ventre ou à vos enfants, allez-y, lâchez-vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire devant tout le monde si vous êtes un peu timide, mais faites-vous plaisir. C'est un peu le message. Vous l'avez plus que remarqué, ça. Ah ben, c'est évident pour moi. Et puis, pour reprendre l'idée en plus de la psychophonie au départ, c'est que quand même plus on varie les sons, plus on vibre largement dans notre corps, donc plus on vient se donner ces échanges aussi, je dirais, directs de la peau et du corps. C'est pas les oreilles. Nous, on vise pas les oreilles quand on chante. C'est pas le côté esthétique, on s'en fiche complètement de l'esthétique. Vous êtes en train de me dire que même si on chante comme une casserole, on peut faire du chant prénatal. Tout à fait certain. Plus. Parce que le bébé, ce qu'il aime, c'est la voix de sa mère et de son père et des gens autour de lui. Il ne sait pas ce que ça veut dire chanter juste tout faux. C'est culturel, ça. Hein, parce que tous les enfants trouvent leur maman belle. Faut en profiter parce que ça ne dure pas. Hein. Voilà. Et donc le chant, et moi j'irai même plus loin parce que bon, en tant que musicienne aussi, c'est que si on chante à un bébé et à un enfant même en chantant faux, l'enfant lui a beaucoup plus de chances de chanter juste après. Parce qu'il aura déjà entendu des sonorités très variées, que si on ne s'autorise pas à chanter parce qu'on croit qu'on chante faux, donc l'enfant n'entend pas beaucoup de sons variés, donc ça ne va pas lui permettre d'expérimenter. Il le fait un petit peu, mais il aura moins la tendance à aller chercher des aigus et des graves. Donc c'est un peu bête de le priver de ça. Hein. Puis il est content, lui. Alors on a une question de Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. On vous écoute. Voilà, donc je me suis renseignée, et donc à la maternité où je vais accoucher, il n'y a pas de choses spéciales. Enfin, je m'étais renseignée surtout sur l'aptonomie, donc je pense que le chant prénatal, ils ne le font pas non plus. Je voulais savoir comment on pouvait trouver une maternité qui pratique ce genre de choses.
Alors, Marie-Laure Potel ou Stéphanie Il y a un petit site, chantbébé.free.fr, où il y a la liste des animatrices. C'est pas toujours des maternités, ça peut être des lieux, des salles, aussi, voilà, en libéral, dans des cabinets. Voilà, on n'est pas encore partout, on essaye. On va vous les placer, c'est www. Non, il n'y a pas W, il n'y a pas W. On ne met pas, non, au début de l'adresse, on ne met même pas. Voilà, non. HTTP, d'accord. Chant bébé. Chant, C-H-A-N-T, bébé, B-B. Voilà. Pas de E avec un accent aigu, .free.fr. On va le mettre sur le site de l'émission, sur notre site internet. Hein, je voulais chercher un autre mot pour ne pas faire de redite, mais c'est trop tard. J'ai pas trouvé. on va l'inscrire, comme ça vous pourrez venir le rechercher sur notre site. Oui, très bien. Je voulais savoir aussi quelle était la fréquence des séances. Est-ce qu'il y a des stages éventuellement le week-end pour les gens qui ne sont pas sur place, parce que je suppose que vous êtes à Paris? Oui, enfin, moi je suis à Paris, Stéphanie à Beauvais, c'est en général toutes les semaines. Il y a des fois des cours plus ou moins en fin de journée, où il n'y a pas spécialement des stages, parce qu'on pense quand même qu'enceinte, ça va peut-être faire long. À côté de ça, par exemple pour Paris, moi par exemple j'ai des ateliers de chant, pas que prénatal, et des fois les femmes rejoignent un atelier de chant psychophonique pour se faire du bien, en attendant de pouvoir aller pendant leur congé maternité, mais ça c'est vrai que on a essayé de faire le soir. Après le travail, quand on est fatigué, on n'y va pas. On rentre se coucher. Oui, donc le samedi matin, c'était pas le top non plus. Enfin bon, l'expérience, chacune mène. C'est pas facile, je sais pas. Nous, on le fait le jeudi soir. L'avantage, c'est qu'il y a plus de papas, donc c'est ce côté sympathique. Vous êtes dans quel département, Catherine? Dans le 58, dans la Nièvre. Dans la Nièvre. Donc on n'est pas très loin de Paris, mais je veux dire, on peut pas venir une fois par semaine. Vous pouvez pas y aller toutes les semaines. Non. Mais il y a Pithiviers, voilà. Pardon? Pithiviers. Non, Nevers. Oui, non, mais je dis. J'aimerais bien qu'il y en ait à Nevers. Mais apparemment, il y a du chant prénatal à Pithiviers. C'est ça que Marie-Laure Potel essaye de vous dire, Catherine. Ah, c'est pas tout près non plus. Mais non, je me dis bien, c'est plus près que Paris. Oui, on est plus près de Paris d'ailleurs. Voilà. Non, mais à côté de ça, je dis souvent que si on a l'occasion d'aller à une séance dans un lieu où ça existe, faut pas hésiter à y aller une fois de temps en temps, déjà voir à quoi ça ressemble, emmenez votre magnéto, vous en profiterez, après vous dupliquerez. Mais c'est vrai que formez-vous. C'est ça, il faut vous former pour devenir à votre tour animatrice de chant prénatal, Catherine. Merci de nous avoir appelés. Un petit peu. Mais pour une seule personne, c'est pas très rentable. Ah oui, mais après, on ramote. Il y a peut-être des livres aussi qui existent. Il y a des livres aussi qui existent. Ça s'écrit pas. Il n'y a pas vraiment de livre pour le moment qui existe sur le sujet. Et en plus, je dirais que malgré tout, ça s'écrit pas. Ça se vit. Voilà, c'est quelque chose qui se vit, oui. Ah oui. On peut faire. Voilà. Il y a des stages de psychophonie dans lesquels donc on retrouve évidemment toutes les bases du chant prénatal. C'est pas le même répertoire, mais voilà. Pour le moment, c'est comme ça. Et le chant prénatal rejoint un petit peu l'aptonomie, ou l'un ou l'autre, non? C'est différent comme préparation. C'est vrai que c'est un peu la même mentalité d'approche de relation entre les parents et l'enfant. Mais c'est pas la même préparation. D'accord. Merci Catherine. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc en tous les cas, le chant prénatal ne suffit pas à la préparation à l'accouchement s'il est dispensé par une animatrice de chant prénatal comme vous. Il faut bien évidemment en plus suivre une préparation classique. Il n'y a que lorsque la préparation classique faite par une sage-femme est accompagnée en même temps du chant prénatal que là, vous êtes quelques-unes. Tu fais mélanger les deux. Ouais, je fais des séances de 2 heures et en fait je fais 1h30 de chant prénatal et puis une demi-heure, souvent ça déborde. De théorie, j'oriente en fait mes séances de chant prénatal de travail sur la théorie. Enfin bon, bref, c'est intéressant, c'est complet comme. Il y a peu d'endroits où ça se fait comme ça, mais tant mieux. Merci Stéphanie, merci Marie-Laure de nous avoir montré un petit peu ce qu'était le chant prénatal. On va voir avec vous, Serge Sicotti, on va s'intéresser encore de plus près au bébé, plus au bébé qu'à la maman d'ailleurs. En tous les cas, on va voir ce qu'elle peut faire. Donc vous avez commencé à nous expliquer un petit peu qu'effectivement, le bébé était sensible aux chansons. On a bien vu là que la maman lui chantait lorsqu'il était dans le ventre. Alors, je pourrais même compléter ce qui a été dit concernant la justesse. En fait, il y a une expérience qui a été faite en faisant écouter... Savoir si les mamans chantaient juste ou faux? Non, pas du tout. Justement, on a pris une trentaine de mamans. Donc, on suppose qu'en prenant de manière aléatoire 30 mamans, il va y avoir des femmes qui chantent bien, des femmes qui chantent moins bien. Donc, c'est un peu la répartition des femmes qui chantent très très mal. Des femmes qui chantent très très mal et d'autres très très bien. Et ensuite, on va leur demander de chanter une petite chanson de leur choix. On les enregistre.
Et puis, comparativement à ça, on leur fait écouter une super musique d'une super chanteuse, je ne citerai pas de nom pour vexer personne, et on fait écouter les deux bandes au bébé, et puis on s'aperçoit que le bébé préfère les chansons qui lui sont directement adressées. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de justesse, c'est une question d'articulation, d'émotion. Quand on s'adresse à un bébé, on ne s'adresse pas du tout de la même façon que quand on s'adresse à un adulte. Oui, ce qui compte, c'est l'intention. Ce qui compte, c'est effectivement, alors le bébé sent ses émotions dans le langage, il sent que c'est très exagéré. C'est la raison pour laquelle il faut parler bébé au bébé. Attention, on ne peut pas parler bébé, ça ne veut pas dire le dada, le bibi, la totote. Non, ça veut dire qu'il faut exagérer son intonation, hein, comme si on parlait à quelqu'un qui ne comprend pas. En réalité, il comprend certaines choses, mais il faut articuler, il faut chanter, il faut avoir une voix avec des grandes variations de hauteur. Parce que le bébé apprend plus vite à parler. Ça, c'était démontré de manière très, très scientifique et très claire. Si on articule plus et qu'on exagère l'intonation, il va apprendre plus vite à parler. Absolument. Ça a été démontré. Pourquoi? C'est tout simple. Parce que l'enfant va voir à quel moment commence un mot et à quel moment il le finit. Pour lui, sinon, quand on parle comme on parlerait à un adulte, une phrase, finalement, c'est quelque chose de... Il a du mal à voir les différentes unités lexicales. Donc quand on dit un mot, on l'articule, on y met derrière beaucoup d'émotions, beaucoup d'exagération. L'enfant mémorise beaucoup plus et il est capable de parler plus tôt. Ça a été démontré. Et alors, on voit bien que du coup, les enfants, même dans le ventre de leur maman, perçoivent tout un tas de sons, de choses comme ça. Alors quand on est enceinte, il arrive très fréquemment qu'après le repas, on soit assez fatigué, qu'on a envie de s'allonger négligemment sur notre canapé, de se mettre la télé histoire de ne pas se sentir trop seul, et on s'endort. Mais souvent, réflexe, on n'allume pas forcément l'émission la plus intelligente, la plus pleine de culture. Alors, je ne vais pas citer de nom pour vexer personne. Mais si on regarde certains feuilletons américains diffusés juste après l'heure du repas, pas franchement très intelligents, est-ce qu'on est en train d'intoxiquer son bébé ? Pas du tout. Par contre, effectivement, je crois que vous faites référence à une expérience que je relate dans mon livre. Si vous voulez citer le feuilleton, allez-y. Alors le feuilleton, on ne dira pas ce que c'est comme feuilleton, mais effectivement, c'est un feuilleton avec beaucoup d'audience et qui cartonne. Qui cartonne. Aux États-Unis, en France, partout où il passe d'ailleurs. Voilà. Et effectivement, on a demandé à une cinquantaine de... Enfin, on n'a pas demandé, on a sélectionné une cinquantaine de mères qui regardaient ce feuilleton, et puis une cinquantaine de mères qui ne regardaient pas ce feuilleton. Et ensuite, on a passé, après la naissance, c'était pendant la grossesse, après la naissance, on a fait écouter le générique. À 3 jours, le générique, le bébé avait 3 jours, le générique du feuilleton. En ayant pris soin de faire attention qu'il n'ait pas eu à entendre l'émission entre l'accouchement et le 3e jour. Et le 3e jour. Qu'est-ce qui se passe? Alors, encore une fois, le bébé, on lui fait écouter cette musique. Les bébés qui avaient été baignés par le superbe feuilleton, par cette musique, ont tourné la tête vers la source sonore. Le rythme cardiaque se ralentit, ils s'arrêtent de pleurer. Ils ont beaucoup moins de mouvements corporels que ceux qui n'avaient jamais été confrontés à ce feuilleton. Et alors, pour voir si effectivement c'est vraiment ça, on a pris d'autres génériques, d'autres feuilletons, et effectivement on voit qu'il y a une vraie différence, c'est-à-dire quand le bébé n'a pas entendu dans le ventre de sa mère le générique, il ne fait pas la différence entre différents feuilletons. Et dans l'étude, est-ce qu'on a pu expliquer combien de fois est-ce qu'il fallait vraiment que ce soit quelque chose de regarder très 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 souvent si ça arrive accidentellement? Non. C'est pas fichu. C'est pas fichu et puis c'est pas grave. Je crois que la musique non plus ça n'a pas de frontières. Il y a des feuilletons qui sont très mauvais avec des super musiques de générique aussi. Voilà. J'allais dire qu'en fin de compte, l'enfant, il est baigné dans l'état de choses. Et moi, il y a une chose dont je suis persuadée, c'est que les goûts musicaux qu'on a, nous, en tant qu'adultes, il y a ceux qui aiment la contrebasse, ceux qui aiment la flûte traversière, par exemple. Je suis sûre que c'est comme ça que ça s'est intégré, que pourquoi on aime quelque chose, c'est pas intellectuel, on a des frissons, ça nous fait pleurer, enfin, ça nous touche. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du corporel. Donc, il y a des tas de choses qu'on a dû vivre in utero, même des jumeaux, à mon avis, ils vivent pas la même chose parce qu'ils sont pas réveillés au même moment, tout bêtement. Et la maman, elle a été touchée par un violoniste de rue qui jouait de façon très belle, et voilà, l'empreinte reste de ce goût du violon, quoi. Je pense que vraiment que tous nos goûts sont déjà en train de se former déjà in utero, et qu'effectivement, parce qu'on entend une musique qu'on va connaître, mais dans l'excès d'ailleurs, ça fait du conditionnement, et à la limite, ça fait dormir, puis c'est tout. Non mais c'est vrai, il y avait Marc-Claire Busnel parlait de ça dans un de ses livres sur le langage bébé, ou dans un autre, je sais plus, mais sur un grand chanteur d'opéra qui avait chanté toujours le même aria de Bach, parce qu'il trouvait ça tellement beau au futur bébé.
Et même à l'accouchement, ça marchait, hein. Ça l'endormait à tous les coups. Non, effectivement, il y a une phase, il y a un moment où il y a une sorte d'habituation, on se lasse. Voilà. Quand on chante trop la même chose. C'est trop connu. Et c'est le problème des... je ne sais pas si on prend le dernier titre du dernier boys band, on va l'écouter, on va le chanter sous sa douche, et puis au bout d'un moment, on ne peut plus le voir. Donc effectivement, il y a un moment donné où ça lasse. Je pense que c'est comme ça pour toute la musique. C'est surtout qu'ils sont très sécurisés. Je veux dire, ils connaissent ça tellement bien. Le bébé, il dit, oh, ça je connais, c'est bon. Je peux dormir, je risque rien. C'est du connu, j'ai pas besoin de m'en occuper. Oui, il y a la dimension affective du fait que ce soit la mère qui chante aussi qui influence beaucoup. Absolument, ça c'est important aussi de le souligner. C'est pas du tout la même chose, la voix de la mère, que la voix du père, par exemple. Ouais. Ça a été démontré. Bon, c'est dommage pour les papas que nous sommes, mais on n'a pas le même impact sur le comportement du bébé. En même temps, les bébés reconnaissent quand même la voix de leur papa. Ah oui. Oui, à quel âge? Oh non. À quel âge? In utero. Alors effectivement, moi j'ai pas d'expériences qui ont été... Enfin, moi j'ai rien lu sur le sujet de manière scientifique. D'ailleurs, je crois que votre travail est une super source d'expérimentation et je crois que ça peut donner beaucoup d'idées, d'hypothèses à tester. Parce que par exemple, à mon avis, c'est une hypothèse qu'on pourrait émettre, peut-être que les papas qui participent à votre groupe, justement, auront des bébés qui reconnaîtront leur voix beaucoup plus tôt que les papas lambda. Parce que concernant les pères plus ordinaires, on va dire, en tous les cas qui n'ont pas participé à vos séances, eh bien, le bébé ne reconnaît pas la voix. Il reconnaît, ça c'est sûr. Ah, oui. Alors voilà, bon, on n'est pas des scientifiques. Oui, on n'a jamais eu le choix de faire des études parce que voilà, on a. Sûr. Mais il y a des choses évidentes, quoi. Voilà, il y a des choses, on le voit. Il suffit d'écouter le bébé, quoi. Parce qu'il prouve qu'effectivement, il y a une stimulation. En réalité, la voix de la mère, elle est transmise effectivement aussi par les os. Donc il y a une écoute directe. Et puis une écoute indirecte. Ça passe aussi par l'intérieur, finalement. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour les voix extérieures. Bien sûr. Donc un bébé, dès la naissance, reconnaît la voix de sa mère. Ça a été validé aussi. Il suffit de faire écouter plusieurs types de voix, avec une méthode un peu complexe, alors que je peux essayer d'expliquer rapidement en 2 mots. C'est ce qu'on appelle la technique de la succion non nutritive. On met le petit bébé avec une tétine. Avec une tétine qui relie un ordinateur. Et on détermine ce qu'on appelle sa ligne de base, c'est-à-dire qu'il tète d'une certaine façon. Et quand il y a une succion qui est un peu plus forte ou un peu plus faible, ça déclenche un stimuli. Alors il trouve ça étrange et il apprend très rapidement à le déclencher. Donc de temps en temps, quand il a envie de déclencher ce stimuli, il tète plus fort. Il tète plus fort. Alors là, c'est très facile. À partir de là, on change de stimuli, on met la voix de sa mère. Et là, il va téter très fort. On voit comment il se comporte, effectivement. Est-ce qu'il a envie d'entendre souvent la voix de sa mère ou pas? Et au fait, on s'aperçoit que il ne se comportera pas de la même façon quand ce sera la voix de sa mère que quand ce sera la voix d'une autre femme. Il ne cherchera pas à la déclencher aussi rapidement. C'est-à-dire que dès 3 mois, il se souvient de la voix de sa mère. Dès 3 jours, pardon. Oui, et en plus, il est capable de la déclencher. C'est-à-dire qu'il apprend à la déclencher et il aime ça. Ça montre qu'il aime ça puisqu'il la déclenche volontairement. Alors, une dernière question pour vous, Serge Sicotti. On parle beaucoup, les femmes enceintes entre elles se racontent, moi, mon bébé, il passe son temps à dormir, le mien, il fait que gigoter, t'as de la chance, moi, je le sens presque pas, il bouge pas. Est-ce que tous ces comportements in utero sont significatifs de ce que sera l'enfant plus tard? Alors ça, c'est un peu plus complexe à valider comme hypothèse, puisqu'il va falloir travailler sur des études longitudinales qui vont prendre plusieurs années. Il n'empêche que certains chercheurs ont commencé à travailler sur cette question, autour de cette question. Effectivement, on a démontré que les bébés les plus actifs dans le ventre de la maman étaient les bébés aussi, et les petits-enfants les plus actifs aussi en termes de tempérament, et les plus irritables aussi. C'est-à-dire que, bon, ça a été effectivement mis à jour dernièrement par un chercheur italien. Très bien. Alors, on aurait bien aimé parler de milliards de choses. On s'était dit qu'on parlerait d'alimentation, et finalement, il reste plus que 2 minutes d'émission, donc ça va pas être possible. Ce qu'on fera, c'est qu'on vous fera revenir une prochaine fois pour nous parler un petit peu de toutes ces expériences qui ont été menées. Comment est-ce que ce que mangent les mamans peut influencer aussi bien le goût et l'odorat des bébés? C'est une grande question, ça. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Marie-Laure Potel. On remettra bien l'adresse internet que vous nous avez donnée sur votre site. Merci Stéphanie Adé aussi d'avoir été avec nous. Merci Serge Sicotti. On rappelle votre livre si vous voulez en savoir plus justement sur le fait que quand on mange, ça influence le goût, l'odorat de nos enfants. Le livre 100 petites expériences de psychologie pour mieux comprendre votre bébé aux éditions Duno. Et moi, je voulais vous terminer cette émission
en vous rappelant que même si de nombreux scientifiques ont montré que le fœtus est sensible à toutes sortes de stimuli, aucun n'a pu prouver que cela accélérait leur développement. Alors, parlez-lui si vous en ressentez le besoin, mais surtout ne vous forcez pas à faire toutes sortes de choses, soi-disant pour le rendre plus futé. Ben non, ça marche pas. Alors, ça va juste vous rendre dingue, donc pensez à vous faire plaisir. Bonne journée à tous sur Direct 8.